Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, Le portrait de Monsieur W.H. Par Oscar Wilde. Préface. Ce volume contient, je crois, toutes les nouvelles d'Oscar Wilde, qui n'avaient pas encore été traduites en français. J'ai dû à la gracieuseté de Monsieur Walter E. Ledger, les textes sur lesquels j'ai traduit le fantôme de Canterville, un sphinx qui n'a pas de secret, et le modèle millionnaire -bas. Je dois au même écrivain des éclaircissements sur différentes difficultés, qui m'ont prouvé qu'on ne sait jamais complètement une langue, quand on n'a pas vécu dans les pays où on la parle. Je lui dois enfin des notions bibliographiques exactes, dont j'ai usé d'ailleurs, avec discrétion, pour ne point déflorer le travail bibliographique très complet qu'il a en préparation, avec un ami d'Oxford, sur les œuvres d'Oscar Wilde. Que mon généreux correspondant trouve ici le témoignage de ma gratitude. J'ai puisé les textes du portrait de Monsieur W.H., des poèmes en prose et de l'étude L'âme humaine sous le régime socialiste, dans les collections des revues citées dans mes notices bibliographiques, collection que la Bibliothèque nationale possède heureusement complète. En traduisant le portrait de Monsieur W.H., je me suis permis 2 corrections, qui m'ont paru correspondre à des fautes d'impression. C'est à Mary Fitton, et non à Mary Finton que l'on a attribué un rôle dans l'histoire des sonnets, et, selon toute apparence, c'est à P. Oudry que Wilde fait attribuer par ses amis le faux portrait de Monsieur W.H., bien que le Blackwood's Edinburgh Magazine ait imprimé Ouvry. Enfin, ce m'est un devoir de reconnaître que pour les versions des fragments cités des sonnets, j'ai beaucoup emprunté aux traductions de François-Marie Victor Hugo et d'Émile Montaigu. Suom Quick. Albert Savine. Chapitre 1. Le portrait de Monsieur W.H. 1. J'avais dîné avec Erskine dans sa jolie petite maison de Birdcage Walk, et nous étions assis dans sa bibliothèque, buvant notre café et fumant des cigarettes, quand nous en vînmes à causer des faux en littérature. Maintenant je ne me souviens plus ce qui nous amena à un sujet aussi bizarre en un pareil moment, mais je sais que nous eûmes une longue discussion au sujet de Macpherson 2, d'Ireland 3 et de Chatterton 4, et qu'en ce qui concerne ce dernier, j'insistais sur ce point que ces prétendus faux étaient simplement le résultat d'un désir artistique de parfaite ressemblance, que nous n'avons nul droit de marchander à un artiste les conditions dans lesquelles il veut présenter son œuvre, et que tout art étant à un certain degré une sorte de jeu, une tentative de réaliser sa propre personnalité sur quelque plan imaginatif en dehors de la portée des accidents et des limites de la vie réelle. Censurer un artiste pour un pastiche, c'était confondre un problème de morale et un problème d'esthétique. Erskine, qui était de beaucoup mon aîné, et qui m'avait écouté avec la politesse amusée d'un homme qui a atteint la quarantaine, appuya soudain sa main sur mon épaule, et me dit « Que diriez-vous d'un jeune homme qui avait une étrange thèse sur certaines œuvres d'art, qui croyait à cette thèse, et qui commit un faux pour en faire la démonstration ? Oh ! Ceci est tout à fait une autre question. » Erskine demeura quelques instants silencieux, contemplant le mince écheveau de fumée grise qui s'élevait de sa cigarette. « Oui, » dit-il après une pause, « c'est tout à fait différent. » Il y avait quelque chose dans le ton de sa voix, une légère sensation d'amertume peut-être, qui excita ma curiosité. « Avez-vous jamais connu quelqu'un qui avait fait cela ? » lui demandai-je brusquement. « Oui, » répondit-il en jetant au feu sa cigarette, « un de mes grands amis, Cyril Graham. C'était un garçon tout à fait fascinant, un vrai fou sans la moindre énergie. C'est pourtant lui qui m'a laissé le seul legs que j'ai reçu de ma vie. » « Et que était-ce ? » m'écriai-je. Erskine se leva de sa chaise, et allant à une petite vitrine en marqueterie, qui était placée entre les 2 fenêtres, il l'ouvrit, et revint à l'endroit où j'étais assis,
en tenant dans sa main un petit panneau de peinture encadré d'un vieux cadre un peu terne de l'époque d'Élisabeth. C'était un portrait en pied d'un jeune homme habillé d'un costume de la fin du XVIe siècle, assis à une table, sa main droite reposant sur un livre ouvert. Il paraissait âgé de 17 ans, et était d'une beauté tout à fait extraordinaire, quoique évidemment un peu efféminé. Certes, si ce n'eût été le costume et les cheveux coupés très courts, on aurait dit que le visage, avec ses yeux pensifs et rêveurs et ses fines lèvres écarlates, était un visage de femme. Par la manière, surtout par la façon dont les mains étaient traitées, le tableau rappelait les dernières œuvres de François Clouet. Le pourpoint de velours noir, avec ses broderies d'or capricieuses, et le fond bleu de pan, sur lequel il se détachait si agréablement, et qui donnait à ses tons une valeur si lumineuse, était tout à fait dans le style de Clouet. Les deux masques de la comédie et de la tragédie, suspendus, d'une façon quelque peu apprêtée, au piédestal de marbre, avaient cette dureté de touche, cette sévérité si différente de la grâce facile des Italiens, que, même à la cour de France, le grand maître flamand ne perdit jamais complètement, et qui chez lui ont toujours été une caractéristique du tempérament des hommes du Nord. C'est une charmante chose, m'écriai-je. Mais quel est ce merveilleux jeune homme dont l'art nous a si heureusement conservé la beauté? C'est le portrait de Monsieur W.H., dit Erskine avec un triste sourire. Ce peut être un effet de lumière dû au hasard, mais il me sembla que des larmes brillaient dans ses yeux. Monsieur W.H., m'écriai-je. Qui donc est Monsieur W.H.? Ne vous souvenez-vous pas? Répondit-il. Regardez le livre sur lequel reposent ses mains. Je vois qu'il y a là quelque chose d'écrit, mais je ne puis le lire, répliquai-je. Prenez cette loupe grossissante et essayez, dit Erskine sur les lèvres de qui se jouait toujours le même sourire de tristesse. Je pris la loupe, et approchant la lampe un peu plus près, je commençai à épeler l'âpre écriture du XVIe siècle. À l'unique acquéreur des sonnets ci-après, était. Dieu du ciel, m'écriai-je. C'est le Monsieur W.H. de Shakespeare. Cyril Graham prétendait qu'il en était ainsi, murmura Erskine. Mais il n'a pas la moindre ressemblance avec Lord Pembroke, répondis-je. Je connais très bien les portraits de Penhurst V. J'ai demeuré tout près de là, il y a quelques semaines. Alors vous croyez vraiment que les sonnets sont adressés à Lord Pembroke VI? Demanda-t-il. J'en suis certain, répondis-je. Pembroke, Shakespeare et Madame Mary Fitton-Set sont les trois personnages des tirés-bas-sonnets. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Fort bien, je suis d'accord avec vous, dit Erskine, mais je n'ai pas toujours pensé de la sorte. J'ai eu l'habitude de croire. Oui, je crois que j'ai eu l'habitude de croire Cyril Graham et sa théorie. Et qu'était cette théorie, demandai-je en regardant le merveilleux portrait, qui commençait presque à exercer sur moi une singulière fascination. C'est une longue histoire, dit Erskine, me reprenant la peinture des mains d'une façon que je jugeais alors presque brutale. C'est une longue histoire, mais si vous avez envie de la connaître, je vous la dirai. J'aime les théories sur les tirés-bas-sonnets, tirés-bas m'écriai-je, mais je ne crois pas que je sois en disposition d'être converti à quelque idée nouvelle. La question n'est plus un mystère pour personne, et certes, je suis surpris qu'elle ait jamais été un mystère. Comme je ne crois pas à la théorie, je ne ferai nul effort pour vous la faire adopter, dit Erskine en riant, mais elle peut vous intéresser. Dites-la moi parbleu, répondis-je. Si la théorie est à moitié aussi délicieuse que la peinture, je serai plus que satisfait. Eh bien, reprit Erskine en allumant une cigarette, je dois commencer par vous parler de Cyril Graham lui-même. Lui et moi nous habitions la même maison, à Eton. J'avais 1 ou 2 ans de plus que lui, mais nous étions très grands amis. Nous travaillions, et nous nous amusions tout le temps ensemble. Certes, nous nous amusions beaucoup plus que nous ne travaillions,
mais je ne puis dire que je regrette cela. C'est toujours un avantage de n'avoir pas reçu une orthodoxe éducation de boutiquier. Ce que j'ai appris dans les listes de jeux d'Eton m'a été tout aussi utile que tout ce que l'on m'a enseigné à Cambridge. Il faut que je vous dise que le père et la mère de Cyril étaient tous les deux morts. Ils s'étaient noyés dans un épouvantable accident de yacht près de l'île de Wight. Son père avait été dans la diplomatie et avait épousé une fille, la fille unique en fait, du vieux Lord Crediton, qui devint le tuteur de Cyril après la mort de ses parents. Je ne crois pas que Lord Crediton se souciât beaucoup de Cyril. En fait, il n'avait jamais pardonné à sa fille d'épouser un homme qui n'avait pas de titre. C'était un étrange aristocrate de la vieille roche, qui jurait comme un marchand de pommes frites, et avait les manières d'un fermier. Je me souviens de l'avoir vu une fois, un jour de distribution des prix. Il gronda contre moi, il me donna un souverain, et me dit de ne pas devenir un sacré radical comme mon père. Cyril avait très peu d'affection pour lui, et n'avait pas de plus grande joie que de venir passer la plus grande partie de ses congés avec nous en Écosse. En réalité, ils ne s'accordaient jamais ensemble. Cyril le considérait comme un ours, et il jugeait Cyril efféminé. Il était efféminé, je veux bien en certaines choses, quoiqu'il fût un excellent cavalier et un tireur de première force. En fait, il obtint les fleurets d'honneur avant de quitter Eton. Mais son attitude était très molle. Il n'était pas médiocrement vain de sa bonne mine, et avait une répugnance extrême pour le football. Les deux choses qui le charmaient réellement, c'était la poésie et l'arsenic. À Eton, il était toujours occupé à se farder et à réciter du Shakespeare, et quand nous allâmes au collège de la Trinité, la première année, il devint un membre du ADC. Je me souviens que je fus toujours très jaloux de son goût pour la scène. Je lui étais absurdement dévoué. J'étais un garçon gauche, faible, avec d'énormes pieds et le visage horriblement couvert de taches de rousseur. Les taches de rousseur, c'est la plaie des familles écossaises, comme la goutte, celle des familles anglaises. Cyril avait l'habitude de dire que des deux il préférait la goutte, mais il attachait toujours une importance absurde à l'extérieur des gens, et une fois, il lut, devant notre club de controverse, un mémoire pour prouver qu'il valait mieux avoir bonne mine qu'être bon. Certes, il était étonnamment beau. Les gens qui ne l'aimaient pas, les Philistins et les professeurs de collège, les jeunes gens qui étudiaient pour être d'église, avaient coutume de dire qu'il n'était que joli, mais sur son visage, il y avait bien autre chose que de la joliesse. Je crois qu'il était la plus splendide des créatures que j'ai jamais vues, et rien ne peut surpasser la grâce de ses mouvements, le charme de ses manières. Il séduisait tous ceux qui méritaient qu'on les séduisît, et bien des gens qui ne le méritaient pas. Il était souvent volontaire et impertinent, et bien souvent je pensais qu'il manquait épouvantablement de sincérité. Et cela était dû, je crois, surtout à son désir immodéré de plaire. Pauvre Cyril, je lui dis une fois qu'il se contentait de triompher à bon compte, mais il n'en fit que rire. Il était horriblement gâté. Tous les gens charmants, j'imagine, sont horriblement gâtés. C'est le secret de leur attraction. Pourtant, il me faut vous parler du jeu de Cyril. Vous savez que l'ADC ne fait accueil sur sa scène à aucune actrice, du moins, c'était ainsi de mon temps. Je ne sais comment les choses se passent aujourd'hui. Eh bien, tout naturellement Cyril était toujours choisi pour les rôles de jeune fille, et quand on donna Tirez-bas comme il vous plaira, Tirez-bas ce fut lui qui joua Rosalinde. L'exécution fut merveilleuse. En fait, Cyril Graham était la seule Rosalinde parfaite que j'ai jamais vue. Il me serait impossible de vous décrire la beauté, la délicatesse, le raffinement en tout point de son jeu. Il fit une énorme sensation, et l'horrible petit théâtre, ce n'était pas autre chose alors était comble chaque soir.
Même quand je lis la pièce maintenant, je ne puis m'empêcher de songer à Cyril. Elle eût pu être faite pour lui. L'année suivante, il prit ses grades et vint à Londres se préparer à la carrière diplomatique. Mais il ne travaillait jamais. Il passait ses journées à lire les tirets-bas de Shakespeare, et ses soirées à fréquenter le théâtre. Il avait certes une envie folle de monter sur les planches. Lord Crediton et moi, nous fîmes tous nos efforts pour l'en empêcher. Peut-être s'il s'était mis à jouer, il serait encore vivant. C'est toujours une chose sotte que de donner des conseils, mais donner de bons conseils est absolument question de chance. Je vous souhaite de ne jamais tomber dans l'erreur de vouloir conseiller. Si vous le faites, vous aurez à le regretter. Eh bien, pour en venir au vrai nœud de cette histoire, un jour, je reçus une lettre de Cyril, dans laquelle il me demandait de passer chez lui le soir. Il avait un délicieux appartement à Piccadilly avec vue sur le Green Park, et comme j'avais l'habitude d'aller le voir tous les jours, je fus un peu surpris qu'il eût pris la peine de m'écrire. Naturellement, j'allais chez lui, et quand j'arrivais, je le trouvais dans un état de grande surexcitation. Il me dit qu'il avait enfin découvert le vrai secret des tirets-bas de Shakespeare, que tous les lettrés et les critiques avaient fait fausse route, et qu'il était le premier qui, travaillant uniquement d'après l'évidence des faits, avait élucidé qui était réellement Monsieur W.H. Il était tout à fait fou de joie, et il demeura longtemps sans vouloir me dire sa théorie. Enfin, il exhiba un paquet de notes, prit son exemplaire des tirets-bas sur sa cheminée, s'assit, et me fit une longue conférence sur toute la question. Il débuta par établir que le jeune homme, à qui Shakespeare adressait ses poèmes étrangement passionnés, devait être quelqu'un qui avait été réellement un facteur vital dans le développement de son art dramatique, et que ni Lord Pembroke, ni Lord Southampton, ne se trouvaient dans ce cas. En outre, à tout prendre, ce ne pouvait être un homme de haute naissance, comme il résulte abondamment du sonnet 25, dans lequel Shakespeare le met en parallèle avec ceux qui sont les favoris de Grand Prince et dit, avec une entière franchise, que ceux qui sont en faveur auprès de leurs étoiles se parent des honneurs publics et des titres superbes, tandis que moi, que la fortune prive de tels triomphes, je jouis d'un bonheur inespéré, qui est pour moi l'honneur suprême. Et termine le sonnet, en se félicitant de la condition médiocre de celui qui l'adorait tant. Heureux suis-je donc moi qui aime et suis aimé, sans pouvoir infliger la disgrâce ni la subir. Cyril déclarait que ce sonnet serait tout à fait inintelligible, si nous imaginions qu'il était adressé soit au comte de Pembroke, soit au comte de Southampton, qui, tous deux, étaient des hommes de la plus haute situation en Angleterre, et pleinement en droit d'être qualifiés de grands princes. Pour appuyer cette opinion, il me lut les sonnets 124 et 125, dans lesquels Shakespeare nous dit que son amour n'est pas un enfant royal, qu'il n'est pas gêné par la pompe souriante, mais qu'il a été élevé loin de tout accident. J'écoutais avec un très grand intérêt, car je ne crois pas que la remarque eût été faite jusque-là, mais ce qui suivit était encore plus curieux, et me sembla alors solutionner complètement la cause de Pembroke. Nous avons appris de Mère 8, que les tirets-bas ont été écrits avant 1598, et le sonnet 104 nous informe que l'amitié de Shakespeare pour Monsieur W.H. existait déjà depuis 3 ans. Or, Lord Pembroke, qui était né en 1580, n'est pas venu à Londres avant sa 18e année, c'est-à-dire avant 1598, et la liaison de Shakespeare avec Monsieur W.H. doit avoir commencé en 1594 ou au début de 1595. En conséquence, Shakespeare n'a pu connaître Lord Pembroke qu'après avoir écrit les sonnets. Cyril remarqua aussi que le père de Pembroke ne mourut pas avant 1601, tandis qu'il résulte du vers. Vous avez eu un père, puisse votre fils en dire autant.
que le père de Monsieur W.H. était mort en 1598. En outre, il était absurde d'imaginer que quelque éditeur du temps, et la préface est de la main de l'éditeur, aurait osé appeler William Herbert, comte de Pembroke, Monsieur. Le cas de Lord Buckhurst, qualifié de Monsieur Sackville, n'a rien de similaire, car Lord Buckhurst n'était pas un père, mais simplement le plus jeune fils d'un père qui recevait un titre de courtoisie, et le passage du tiré-bas Parnasse d'Angleterre, tiré-bas où il est ainsi parlé de lui, n'est pas une dédicace en forme et avec apparat, mais une simple allusion fortuite. Voilà pour Lord Pembroke, dont Cyril démolissait aisément les prétendues prétentions, tandis que je restais abasourdi de sa démonstration. Pour Lord Southampton, Cyril éprouvait encore moins de difficultés. Southampton devint, à un âge encore tendre, l'amoureux d'Élisabeth, Vernon. Il n'avait donc pas besoin qu'on le suppliât de se marier. Il n'était pas beau. Il ne ressemblait pas à sa mère, comme Monsieur W.H. Tu es le miroir de ta mère, et elle retrouve en toi l'aimable Avril de sa jeunesse. Et par-dessus tout son nom de baptême était Henri, tandis que les sonnets à jeu de mots, le 135e et le 143e, prouvent que le nom de baptême de l'ami de Shakespeare était le même que le sien, Will. Quant aux autres insinuations des infortunés commentateurs, que Monsieur W est une faute d'impression pour Monsieur WS, c'est-à-dire William Shakespeare, que Monsieur WH Hall doit être un Monsieur W Hall, que Monsieur WH est Monsieur William Hadvey, et qu'après Winchester, il faut mettre un point. Ce qui fait de Monsieur WH l'auteur et non le sujet de la dédicace. Cyril se débarrassa d'elle en fort peu de temps, et il ne vaut pas la peine de mentionner ses raisonnements, quoique je me souvienne qu'il me fit éclater de rire en me lisant. Je suis heureux de dire que ce ne fut pas dans l'original quelques extraits d'un commentateur allemand du nom de Bernstorff, qui prétendait soutenir que Monsieur Will n'était autre que Monsieur William himself, lui-même. Graham se refusait à admettre un seul instant que les tirés-bas fussent de pure satire de l'œuvre de Drayton et de John Davis d'Hereford. Pour lui, comme pour moi, c'étaient des poèmes d'une portée sérieuse et tragique, expression de l'amertume de cœur de Shakespeare, et adoucie par le miel de ses lèvres. Encore moins voulait-il admettre que ce fut une simple allégorie philosophique, et que Shakespeare adressa ses sonnets au moi idéal, à la nature humaine idéale, à l'esprit de beauté, à la raison, au divin logo, ou à l'Église catholique. Il sentait, comme certes, je crois que nous le sentons tous, que les tirés-bas sont adressés à un être qui a une individualité propre, à un jeune homme déterminé, dont la personnalité, pour une raison quelconque, semble avoir rempli l'âme de Shakespeare d'une terrible joie et d'un non moins terrible désespoir. Après avoir de la sorte débarrassé la route, Cyril me demanda de chasser de mon esprit toutes les idées préconçues que je pouvais m'être faites sur ce sujet, et de prêter une oreille impartiale et bienveillante à sa propre théorie. Le problème qu'il signalait était celui-ci: quel était le jeune homme contemporain de Shakespeare, à qui, sans qu'il fût de noble naissance ou même de noble caractère, il avait pu s'adresser en termes d'une telle adoration passionnée, que nous ne pouvons que nous étonner de ce culte étrange, et être presque effrayés de tourner la clé de la serrure qui enferme le mystère du cœur du poète. Quel était celui dont la beauté physique était telle qu'elle devint la vraie pierre angulaire de l'art de Shakespeare, la vraie source de l'inspiration de Shakespeare, la vraie incarnation des rêves de Shakespeare. Le regarder uniquement comme l'objet de certains poèmes d'amour, c'est oublier toute la signification des poèmes, car l'art, dont Shakespeare parle dans les tirés-bas-sonnets, tirés-bas n'est pas l'art des tirés-bas-sonnets tirés-bas eux-mêmes, qui certes, ne furent pour lui que des choses légères et intimes. C'est l'art du dramaturge à qui il fait toujours allusion, et celui dont Shakespeare dit « Tu es tout mon art, et tu exaltes jusqu'à la science mon ignorance grossière. » Celui à qui il promet l'immortalité, était là où le souffle a le plus de puissance, sur la bouche même de l'humanité.
n'était sûrement pas autre que le jeune acteur pour qui il créa Viola et Imogène, Juliette et Rosalinde, Portia et Desdémone, et Cléopâtre elle-même. Telle était la théorie de Cyril Graham, tirée comme vous le voyez, uniquement des bâsonnets-bas et dont l'acceptation ne dépendait pas tant d'une preuve par démonstration ou d'une évidence formelle, que d'une sorte de flair spirituel et artistique par lequel seul, prétendait-il, on pouvait discerner le vrai sens des poésies. Je me souviens qu'il me lut ce beau sonnet. Comment ma muse pourrait-elle manquer de sujet tant que de ton souffle tu verses dans mon vers, ton ineffable inspiration trop parfaite pour être confiée à un papier vulgaire. Oh! Remercie-toi toi-même si tu trouves chez moi rien qui vaille la peine que tu le lises, car quel est l'être assez muet pour ne rien pouvoir te dire, quand toi-même, tu donnes la lumière à ton invention. Sois pour lui la 10e muse, 10 fois plus puissante que les 9 vieilles invoquées par les rimeurs, et celui qui t'invoquera, produira des nombres éternels qui mûriront dans un avenir lointain. Il me fit remarquer combien c'était une complète confirmation de sa théorie. En effet, il feuilleta attentivement tous les bâsonnets-bas et montra, ou s'imagina qu'il montrait que dans la nouvelle explication de leur signification qu'il proposait, les choses qui avaient paru obscures, ou défectueuses, ou exagérées, devenaient claires et rationnelles, et de haute portée artistique, illuminant la conception de Shakespeare des vrais rapports entre l'art de l'acteur et l'art du dramaturge. Il est certes évident qu'il devait y avoir dans la compagnie de Shakespeare quelques merveilleux jeunes acteurs d'une grande beauté, à qui il confiait le soin de personnifier ses nobles héroïnes, car Shakespeare était un organisateur de tournées dramatiques, en même temps qu'un poète plein d'imagination. Or, Cyril Graham avait fini par découvrir le nom du jeune acteur. C'était Will, ou comme il préférait l'appeler Willy Hughes. Il avait trouvé le nom de baptême dans les sonnets à jeu de mots 125 et 143, et le nom de famille, d'après lui, était caché dans le 8e vers du sonnet 20, où Monsieur W.H. est décrit comme un homme parletin, mais battant tous les teints possibles. Dans l'édition originale des bâsonnets, Tin Hughes -bas est imprimé en lettres capitales et en italique, et cela, prétendait-il, montrait clairement qu'il y avait là une tentative de jeu de mots. Cette façon de voir recevait une grande part de confirmation de ces sonnets, dans lesquels des jeux de mots bizarres étaient faits sur les mots -bas usage -bas et usure. Naturellement, je me laissai convaincre d'emblée, et Willy Hughes devint pour moi un être aussi réel que Shakespeare. La seule objection que je fis à la théorie était que le nom de Willy Hughes ne se trouve pas dans la liste des acteurs de la compagnie de Shakespeare, imprimée au premier folio. Cyril, pourtant, établit que l'absence du nom de Willy Hughes de cette liste démontrait réellement la théorie, puisqu'il résultait du sonnet 86, que Willy Hughes avait abandonné la troupe de Shakespeare pour jouer dans un théâtre rival, probablement dans quelques-unes des pièces de Chapman X. C'est en allusion à ce fait que dans le grand sonnet sur Chapman, Shakespeare dit à Willy Hughes : « Mais dès que votre jeu a rehaussé sa poésie, la mienne n'a plus eu de sujet, et c'est ce qui l'a fait languir. » L'expression -bas dès que votre jeu a rehaussé sa poésie -bas se rapportant sans nul doute à la beauté du jeune acteur qui faisait vivre, réalisait les vers de Chapman, et leur ajoutait du charme. La même idée se trouvait encore énoncée dans le 79e sonnet. Tant que seul j'ai invoqué ton aide, mon vers seul a possédé toute ta gentille grâce, mais maintenant mes nombres gracieux sont déchus, et ma muse malade cède la place à une autre. Et dans le sonnet qui le précède immédiatement, où Shakespeare dit « Toutes les autres plumes ont pris exemple sur moi 11, et répandent leur poésie sous ton patronage. » Le jeu de mots us égale Hughes étant naturellement voulu, et la phrase -bas répandent leur poésie sous ton patronage -bas signifiant, avec votre concours comme acteur, donne leur pièce au public. C'était une nuit superbe. Presque jusqu'au jour,
Nous demeurâmes assis là, à lire et à relire les sonnets. Un peu après pourtant, je commençais à voir que, avant que la théorie pût être lancée publiquement sans une... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.